Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la recherche en kinésithérapie. Aujourd'hui, on voulait essayer de répondre à cette question: comment se débrouiller avec l'anglais scientifique quand on le parle mal? Parce qu'on fait le constat qu'autour de nous, et nous les premières et les premiers d'ailleurs, malheureusement, notre utilisation de cette langue-là est difficile. On n'a pas forcément un très beau niveau dans cette langue, et pourtant, malheureusement, on est un petit peu contraint d'y recourir quand on veut un petit peu s'informer sur les informations scientifiques disponibles dans la littérature. Donc le constat, c'est le suivant, c'est que la plupart des études scientifiques sont en langue anglaise. On le voit sur le graphique qu'à partir donc des années 30, à peu près, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, la proportion d'articles en langue anglo-américaine n'a fait que augmenter. Donc là, vous avez le chiffre, le pourcentage par rapport à la littérature scientifique en toutes les langues, la proportion d'articles uniquement en langue anglaise. Et ce pour tout domaine confondu, santé, médecine, biologie, physique, mathématiques, sciences humaines, etc. Et on voit que ça fait que augmenter aussi après les années 80, et aujourd'hui on arrive à des chiffres où selon les disciplines, les articles en langue anglo-américaine composent à peu près 90, 95, voire 99% de la littérature scientifique. Donc c'est non seulement un constat de la langue américaine utilisée donc en grande quantité, mais le constat qui est fait aussi, c'est que la qualité des articles en langue anglaise est souvent aussi meilleure, parce que les revues à comité de lecture les plus performantes de par les procédés de relecture notamment, anonymisés, etc., sont le plus souvent en langue anglo-américaine. Donc, on est un petit peu obligé de se résoudre à utiliser cette langue-là, malheureusement pour nous, parce que ce serait bien sûr plus simple d'avoir accès à ces informations en langue française, mais dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. Alors bien sûr, il existe, on en a parlé un petit peu dans la première vidéo, il existe de la documentation en langue française, et on encourage bien sûr à s'y tourner aussi. Donc on a parlé par exemple de la collaboration Cochrane, qui traduit avec des chercheurs et des chercheuses bénévoles, qui traduit des articles en anglais, notamment en langue française, notamment des articles qui concernent la rééducation, donc on a un petit peu quand même de contenu en français. Il y a le site Tukiné aussi qui traduit souvent des petits résumés, mais tout ça, ce sont des sources secondaires. Si on veut arriver aux sources primaires, et souvent malheureusement les articles que l'on souhaiterait, ils n'ont pas été traduits, donc on est un peu obligé de recourir à l'anglais. Donc à la fois pour des raisons juste d'accessibilité, mais aussi pour des raisons de qualité. Si on veut être sûr de ce qu'on regarde, il faut recourir à la source primaire et du coup à la langue anglaise. Donc pour cela, souvent ce qu'on peut se dire, c'est: est-ce que je vais devoir vraiment apprendre l'anglais? Ça nous fait pas forcément très envie quand on se remémore nos cours pendant les périodes scolaires. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'apprentissage d'anglais? Et notamment un conseil qu'on nous donne souvent, il me semble, quand on se questionne sur est-ce qu'il faut apprendre l'anglais ou pas, c'est: ah bah tiens, tu devrais regarder des films et des séries en version originale, tu verras, ça marche super bien pour apprendre l'anglais. Donc en fait, il y a des études qui sont intéressées à ça. Est-ce que vraiment le fait de regarder des films en anglais permet de progresser? Et en fait, on fait constat que non, ça ne fait pas véritablement progresser selon les paramètres sur lesquels on regarde. Le progrès est infime, donc il ne faut pas forcément compter là-dessus. Effectuer un séjour à l'étranger en étant en immersion n'est pas non plus forcément le meilleur moyen pour progresser en anglais, contrairement à ce que l'on peut croire et aux conseils qu'on peut nous donner. En fait, l'apprentissage d'une langue, c'est forcément quelque chose de coûteux, et on ne peut pas l'apprendre de manière passivement en regardant une vidéo ou en étant à l'étranger. Il faudra que ce soit de toute façon accompagné par des efforts intellectuels, d'apprentissage, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'utilisation de l'anglais dans la pratique quotidienne pour, par exemple, rechercher de l'information et appliquer et proposer à nos patients les techniques les plus éprouvées, ça ne nécessite pas forcément des compétences orales en anglais, ni de compréhension ni d'expression, et ça nécessite pas non plus de compétences d'expression écrite. En fait, le seul truc qu'il faut qu'on sache faire en anglais pour un usage quotidien dans la pratique en tant que kiné, c'est tout simplement d'aller regarder et lire en anglais, la compréhension écrite. Et ce qui est bien en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'outils de plus en plus performants qui existent pour traduire un texte de l'anglais vers le français.
Et la troisième bonne nouvelle, c'est que en fait, on n'est pas les seuls, les francophones, à devoir écrire en anglais. Il y a d'autres personnes qui ont une autre langue natale qui doivent aussi écrire en anglais. Et du coup, il se trouve que les articles, souvent, ils sont quand même dans un anglais qui n'est pas romanesque. L'anglais scientifique est beaucoup plus accessible que l'anglais des romans. Notamment parce qu'il est souvent écrit par des non-anglophones de naissance. On vous recommande de la lecture de cet ouvrage si vous voulez vraiment vous intéresser à l'apprentissage des langues, qui déconstruit un petit peu les mythes et qui fait le point sur les réalités de l'apprentissage des langues. Un ouvrage de 2007. Alors, finalement, donc, comment on utilise l'anglais pour nous dans notre pratique quotidienne, pour aller chercher les informations, pour les techniques les plus éprouvées, pour les proposer à nos patients. Des choses toutes simples dont on a peu parlé déjà dans la première vidéo. Les dictionnaires, en ligne notamment, vous avez Word Reference et Lingui qui sont vraiment des dictionnaires de référence très faciles d'usage. Wikipédia en langue anglo-américaine, vous avez montré dans la première vidéo comment, à partir d'une page en français, vous pouvez basculer avec un onglet qui est sur la gauche de la page vers la page en anglais et trouver les mots clés adéquats. Et enfin, la dernière chose dont on va vous parler, dont on va vous faire une petite démonstration en vidéo, c'est l'utilisation du mesh term. Alors, quand est-ce qu'il nous semble pertinent d'utiliser le mesh term ? C'est plutôt quand vous voulez produire une recherche d'informations assez poussée. Et pas juste regarder rapidement, chercher rapidement un article, quand vous voulez faire quelque chose d'un peu plus systématique, d'un peu plus poussé, ou alors parce que vous avez conduit une recherche, comme on l'a expliqué dans la première vidéo, rapide, et que vous n'êtes pas arrivé à trouver les bons articles. C'est peut-être que vous n'aviez pas les bons mots-clés, et donc le mesh term, c'est un outil qui est proposé par différentes institutions, différentes bibliothèques, etc., et notamment par la Medline, et qui propose en fait d'agréger à partir de certains mots un ensemble de mots. Alors je vais faire une petite démonstration. Par exemple, on met kinésithérapie en langue anglaise et vous appuyez sur recherche et vous avez différents termes qui sortent. Donc en fait, vous voyez en gros les mots-clés qui sont utilisés pour parler de kinésithérapie dans la Medline. Donc vous pouvez cliquer par exemple si vous vous intéressez plutôt aux modalités de la kinésithérapie ou plutôt à la kinésithérapie en tant que spécialité. Quand vous cliquez dessus, vous voyez en fait ici tous les mots-clés qui sont recherchés quand vous mettez ce terme-là. Quand vous l'écrivez avec entre crochets dans un moteur de recherche mesh, comme ceci, vous allez en fait non seulement rechercher ces termes-là, donc dans les espèces de mesh, ce qu'on appelle les mesh termes qui sont associés aux articles quand ils sont rentrés sur la Medline, mais aussi tous ces termes-là d'un coup. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir accès à plus d'informations que si vous aviez mis juste kinésithérapie. On peut faire la même chose si par exemple vous vous intéressez, j'en sais rien moi, on va dire aux personnes amputées. Bon bah vous allez mettre spontanément amputé et il faut vérifier si c'est le bon mot-clé en fait utilisé pour PubMed. Bon bah là il se trouve que c'est le cas. Si vous vous intéressez, quel autre exemple on pourrait prendre ? Par exemple, prothèse de hanche. Alors moi j'ai ce terme-là qui me vient en tête pour prothèse de hanche. Et bien là on voit que le terme utilisé pour la mèche c'est plutôt celui-ci. Donc il faudra mettre ce mot-clé là et vous serez plus sûr de tomber par exemple sur tous les articles qui comprennent tous ces mots-clés que l'on voit ici. Donc c'est un bon outil pour faire des recherches un petit peu plus poussées et pour ne pas passer à côté de certains articles. Dernière chose, une fois que donc vous avez trouvé vos articles, ils sont en langue anglaise. Et si pour vous la compréhension de l'article en langue anglaise n'est pas possible, vous pouvez recourir à différents services donc de traduction en ligne gratuits. Il y a bien sûr le plus connu sans doute qui est Google Translate, mais depuis quelques semaines, il existe aussi DeepL. Donc c'est un site internet accessible sans payer, sans créer de compte. Vous rentrez, et ici par exemple on l'a fait pour un résumé d'article en anglais, vous rentrez votre article en anglais et ça vous le traduit instantanément. Et vous verrez que le résultat est souvent plus fluide, plus compréhensible que ce que ne permet de faire Google Translate. Et surtout, vous avez une option qui permet, quand un mot-clé vous semble pas clair, pas adapté, que vous ne comprenez pas, vous cliquez dessus et vous avez une liste avec différents mots qui sont proposés en français
qui vous permettent de mieux comprendre ce mot-là. Par exemple, ici, on voit que contexte serait plus approprié. Voilà pour ce qu'on voulait vous suggérer pour l'utilisation de l'anglais pour chercher des articles puis arriver à les comprendre. On vous remercie de votre attention.